Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Poitou-Charentes et France 3 Limousin pour un numéro spécial de votre émission La Voix est libre consacrée à la LGV Limoges-Poitiers. Nous sommes sur le quai de la gare des Charentes à Limoges avec Xavier Riboulet. Effectivement, bonjour, nous recevons deux invités, les députés maires des deux capitales régionales, Alain Claes et Alain Rodet, favorables, voire même très favorables au projet. Et c'est le premier rendez-vous de notre journée spéciale consacrée à ce projet. Et oui, nous vous proposons cet après-midi une autre émission à partir de 15h25, ici même, avec cette fois un débat qui réunira partisans et opposants à cette ligne LGV. Alors, la ligne à grande vitesse Limoges-Poitiers, ce sont 110 km de ligne reliant les deux capitales régionales en 35 minutes au lieu de 1h40 aujourd'hui par le TER. À l'horizon 2020-2022, Limoges serait ainsi à 2 heures de Paris au lieu de 3 heures aujourd'hui, Brive à 3 heures au lieu de 4 heures. C'est un projet estimé à 1,7 milliard d'euros en 2009. Alors, ce projet fait débat depuis maintenant plus de 10 ans, depuis l'abandon du train pendulaire, c'était en 2003, par Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin. Alain Rodet, est-ce qu'aujourd'hui, on touche enfin au but ? On ne touche pas encore au but, mais on est sur la bonne voie. Je veux dire que depuis 2006, toutes les procédures ont été conduites dans les délais annoncés, selon des procédures d'ailleurs qui sont plutôt accélérées par rapport à ce qu'on a constaté sur le tronc central qui est actuellement en travaux, Tours-Bordeaux. Donc je crois que les étapes se sont bien enchaînées et le débat a été de qualité. Et ce que j'observe aussi, c'est non seulement qu'on est en bonne voie sur le plan administratif et technique, mais sur le plan de l'opinion publique, plusieurs sondages, dont l'un effectué par France 3, a montré que plus des 3/4 des gens des zones traversées étaient très favorables à ce projet. Donc de ce point de vue-là, je serais mal inspiré de me plaindre de cette situation. Alors Alain Claes, pourquoi le maire de Poitiers qui constate aujourd'hui la construction de la SEA, soutient ce projet Limoges-Poitiers? Pour une question d'attractivité. Limoges et Poitiers sont deux capitales régionales de métropole moyenne. Si on regarde au niveau européen, il y a un enjeu pour nos deux métropoles, mais au-delà des métropoles, nos deux régions, le Limousin et le Poitou-Charentes, en termes d'attractivité. Nous avons des liens aujourd'hui, qu'ils soient économiques, qu'ils soient en matière de santé à travers nos CHU et qu'ils soient en matière universitaire. Je crois qu'améliorer les flux entre Poitiers et Limoges est essentiel. Mettre deux métropoles comme Poitiers et Limoges à 35 minutes, c'est quelque chose de formidable en termes d'attractivité. Et j'ajoute que pour Limoges, mettre Limoges et sa région, Limoges, Brive et sa région, à 2 heures de Paris, c'est un désenclavement formidable. Mais on dit aussi, Alain Claes, que vous soutenez ce projet parce qu'il renforce le rôle central de la gare de Poitiers. Si on résumait cela à une idée de gare, c'est stupide. C'est stupide. Je crois que ça renforce le Poitou-Charentes, ça renforce le département de la Vienne et Poitiers, capitale régionale. C'est une évidence. Et puis, il ne faut pas raisonner uniquement au niveau de la région Poitou-Charentes ou au niveau de la région Limousin. Il y a Bordeaux, il y a Nantes, il y a tout un environnement. Et je crois qu'autour de cet environnement interrégional, il faut que nos deux métropoles s'organisent. Et je pense que les flux, que les déplacements sont un élément essentiel. Je peux vous dire, je vais vous faire une confidence. Je suis venu ce matin en voiture. Je suis parti assez tôt pour l'enregistrement. Quand on voit le monde sur la route, le nombre de camions, c'est un frein énorme pour la coopération entre nos deux métropoles. Alors, Rodet, vous le sentez essentiel, ce rapprochement entre Limoges et Poitiers ? Bien sûr, parce que d'abord, c'est un rapprochement qui s'inscrit dans l'histoire. En fait, une grande partie du Limousin est tournée vers l'ouest, vers la façade atlantique. Je rappellerai d'ailleurs qu'au XVIe siècle, les consuls de Limoges, qui était un peu le conseil municipal de l'époque, a aidé à financer le port de La Rochelle. C'est dire que c'est l'hydrographie, c'est la géographie et l'histoire qui nous désigne cette vocation. Et puis, il faut bien voir, Toulouse est une très grande métropole, Bordeaux et Nantes sont des métropoles très importantes. Nous avons, nous, des responsabilités par rapport à tous les territoires qui nous entourent, Poitiers et Limoges. Et je crois qu'une coopération en réseau avec deux capitales régionales, deux métropoles de gabarit moyen, comme vient de l'indiquer Alain Claes, c'est en fait faire un acte très important en matière d'aménagement du territoire, parce que beaucoup de villes sont intéressées. Il y a La Rochelle, il y a Angoulême, il y a Niort, mais il y a aussi Périgueux, il y a Cahors, il y a Aurillac, il y a Brive et Tulle. Je crois qu'aujourd'hui,
Ce n'est pas simplement le problème de la desserte à la fois de Limoges et de Poitiers et de Brive. C'est un acte très très fort en matière d'aménagement de l'espace, de renforcement de ce qu'on appelle le centre-ouest atlantique. Alors messieurs, on attend maintenant le lancement de l'enquête publique. Selon le courrier qui vous a été adressé par le secrétaire général de l'Élysée, François Hollande lui-même souhaiterait que cette enquête publique démarre avant la fin du mois de juin. C'est en tous les cas une procédure administrative très précise que nous détaille Sandrine Leclerc. 2013 est une année décisive pour ce projet de barreau LGV entre Limoges et Poitiers. Ce sera l'année de l'enquête publique. Cette enquête permet à chacun, du simple particulier aux collectivités locales, de donner son avis sur l'opportunité de réaliser ou pas cette ligne à grande vitesse. Le débat s'annonce donc très animé. Aujourd'hui, le lancement de cette enquête publique dépend du ministre des Transports, Frédéric Cuvillier. Il est sur le point d'écrire à Réseau Ferré de France pour demander d'enclencher la procédure. Elle obéit à des règles et des délais administratifs stricts. RFF saisit le préfet coordinateur du projet, en l'occurrence le préfet du Limousin. Le préfet saisit à son tour le tribunal administratif pour qu'il nomme une commission d'enquête composée de 7 à 13 membres. La commission décide alors des dates de l'enquête publique. Elle peut durer de 30 jours à 2 mois, avec une possibilité de prolongation de 30 jours supplémentaires, soit 3 mois maximum au total. Actuellement, au mieux, l'enquête publique pourrait débuter en juin prochain. Une fois l'enquête publique terminée, la commission a 30 jours pour rendre son avis, mais il arrive souvent que ce délai soit dépassé. Ensuite, si l'avis est favorable, l'État a 18 mois pour prendre la déclaration d'utilité publique indispensable pour lancer la phase de construction. Alain Rodet, savez-vous quand le ministre des Transports va officiellement saisir le président de RFF, Jacques Rapoport? Je peux pas je suis pas dans sa confidence intime, mais je m'en tiens, moi, à ce que le secrétaire général de la présidence de la République nous a indiqué par un courrier du 8 mars. Ce sont des procédures qui sont longues, qui sont complexes, forcément, pour un investissement important. Mais ce que je crois, c'est que le fait d'être à la veille de l'enquête publique montre bien tout le chemin qui a été parcouru. Il n'y a pas eu, je crois, de temps perdu. Il y a eu un vrai débat. Je crois que tout le monde a pu s'exprimer. Il y a eu des dizaines de réunions avec des centaines de participants. Bon, chacun a exprimé sa façon de voir les choses. Il est évident que la discussion qui portait sur la ligne dite historique pourrait être alimentée par de nombreuses contributions et au risque de paraître immodeste par la mienne. Car il est évident qu'en décembre 2003, le 18 décembre, quand un comité interministériel a donc décidé d'abandonner le fameux POLT, c'est-à-dire la mise en service du pendulaire sur la ligne, je veux dire par là que plusieurs solutions existaient. Si quelqu'un s'est bien démené à l'époque pour défendre le POLT, c'est votre serviteur. Pendant 2 ans, je n'ai fait que ça. Non seulement j'ai barré la voie un jour, mais c'est sympathique, c'est estimable, mais ça ne va pas très loin. J'ai vu Réseau Ferré de France, j'ai vu la SNCF, j'ai vu des gens de l'Indre, j'ai vu des élus du Cher. Et à l'époque, je n'ai pas senti une très grande mobilisation. Et puis, il faut bien le dire. Je veux dire par là qu'en matière ferroviaire, il y a 3 façons de cadencer un territoire. Il y a les trains omnibus, il y a les trains express, il y a les trains rapides, et maintenant, il y a la grande vitesse. Pourquoi vouloir à tout prix écarter la région Limousin, l'agglomération de Limoges de la grande vitesse? C'est une question importante. Alors, mais justement, sur cette histoire d'enquête publique, parce qu'il y a un problème de calendrier qui est très simple. Le conseil d'administration de Réseau Ferré de France doit se réunir le 28 mars. Si le ministre des Transports n'écrit pas avant le 28 mars à M. Rapoport, il ne pourra pas y avoir d'enquête publique au mois de juin. Est-ce que, Alain Claes, vous avez aujourd'hui des assurances que le ministre va rapidement écrire au président des RFF pour que l'enquête puisse démarrer avant l'été? Je m'en tiens à la lettre que le secrétaire général de l'Élysée nous a adressée. Et donc, si je lis cette lettre attentivement, le calendrier doit être respecté. Mais moi, je voudrais revenir sur un point. La ligne Limoges-Poitiers n'est pas une ligne spécifique qui serait dans le pot commun des arbitrages à faire dans les mois qui viennent. Limoges-Poitiers a été actée. Elle fait partie intégrante de la ligne à grande vitesse atlantique. Lorsque le Parlement a voté à l'unanimité, je vous le rappelle, Tours-Bordeaux,
il a, dans le même temps, voté Poitiers-Limoges et la prolongation vers Toulouse. C'est si vrai que la ville de Limoges, la région Limousin, participent financièrement à la SEA Atlantique. Mais ça veut dire que vous pensez avoir une réponse avant les conclusions de la commission Duron qui va justement arbitrer le schéma national d'infrastructure de transport? J'insiste sur ce point car ce n'est pas une ligne parmi d'autres qui aurait été annoncée. C'est une ligne qui a été actée, comme l'a rappelé Alain Rodet, par un comité interministériel. Et je rappelle que c'était à l'époque Jean-Pierre Raffarin, en tant que Premier ministre, qui présidait ce comité interministériel. Et ça a été acté par un vote unanime du Parlement. Et la conséquence, c'est que le financement que aujourd'hui la ville de Limoges et la région Limousin apportent à la SEA Atlantique est conditionné par la réalisation de Limoges-Poitiers. Monsieur Rodet, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des assurances du président de la République? Écoutez, le président de la République, on en a parlé bien sûr à l'automne, et de ce point de vue-là, c'est une ligne à laquelle il est attaché. Simplement, ce que je veux dire, c'est que quand vous parlez de la commission Duron, et Alain Claes vient de le signaler, une chose est de parler de Poitiers-Limoges-Brive, donc une ligne qui fait partie intégrante de la desserte de Sud-Europe Atlantique, dont le tiers central, dont le tronc, c'est Tours-Bordeaux. Et une autre chose est de parler, par exemple, du projet qui a été mis déjà en débat l'an dernier dans le centre, le fameux Paris-Orléans, Clermont-Lyon, qui lui d'abord représente un coût 10 fois supérieur à Poitiers-Limoges. C'est 500 km. Et qui n'en est pas, c'est 500 km sur le papier, et qui n'en est pas encore, au niveau de procédure auquel nous sommes parvenus. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas mélanger tous ces projets. Il est évident que la commission Duron, elle sera attentive à l'état d'avancement des différents projets, et en l'occurrence, le nôtre a connu une évolution extrêmement favorable au cours des 4 années qui viennent de s'écouler. Alors vous avez évoqué, Alain Rodet, la question du POLT. On le sait, aujourd'hui, effectivement, le problème, c'est que la LGV pourrait condamner la ligne historique. Un colloque était organisé jeudi à l'Assemblée nationale pour débattre justement de l'avenir de cette ligne. Vous y étiez. Je vous rappelle que l'on pourrait passer de 11 allers-retours par jour sur la ligne à seulement 4. Reportage de Philippe Mallet et Florian Rouliès. Les partisans du POLT ont pris leur quartier à l'Assemblée nationale, avec comme bras armé une corde de députés qui, à la tribune, anime la séance. La ligne naturelle pour nous, quels que soient les projets qui seront réalisés en grande vitesse, la ligne naturelle pour certains restera toujours la ligne Toulouse-Paris, il ne peut pas y en avoir d'autres. Le colloque se déroule dans la prestigieuse salle Colbert, qui accueille pour cette occasion les anti-LGV. Non à la LGV Limoges-Poitiers, ligne uniquement voyageurs pour quelques-uns, ligne d'abandon du territoire pour 2 milliards d'euros sur 115 km de voie unique. Merci beaucoup. Le ton est donc donné, ce qui ne va pas faciliter les échanges avec ceux qui soutiennent le projet Poitiers-Limoges, d'autant que le directeur de cabinet du ministre des Transports, missionné pour ce colloque, va lâcher cette petite phrase. C'est bien d'avoir les LGV nouvelles, mais vu leur coût, c'est peut-être mieux d'abord et avant tout de maintenir la qualité du réseau existant. Assis dans un coin, Alain Rodet va rester silencieux et le député maire de Limoges laissera à d'autres le soin de défendre sa position. Il faut à la fois se battre pour la rénovation du réseau existant et aussi défendre l'idée d'infrastructures nouvelles. Mais la question de la LGV, véritable toile de fond de ce colloque, n'empêche pas d'avancer sur le dossier du POLT. Une ligne jugée essentielle par les pouvoirs publics. La preuve, RFF la rénove et la SNCF propose d'y mettre des TGV. L'accès à une rame TGV, c'est sans les marches, c'est un plateau direct et donc du coup c'est plus de confort et bien sûr plus rapidement sur vos lignes. Voilà. Finalement, de l'avis des élus locaux qui défendent le POLT, ce colloque ici à l'Assemblée nationale aura été utile et important. Et c'est vrai qu'ils ont de bonnes raisons d'être satisfaits. D'abord parce que le POLT sera inscrit au schéma national. Ensuite, parce qu'il n'est pas question pour l'État de remettre en cause les 11 allers-retours entre Paris et Toulouse. Enfin, parce que la rénovation de cette ligne est un préalable à l'éventuel lancement de la LGV entre Poitiers et Limoges. Alain Rodet, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier le POLT?
Mais écoutez, je reviens sur ce que j'ai dit. Si quelqu'un a défendu le POLT, j'en fais partie. Et j'étais dans la première phalange pour le défendre. Simplement, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a 40 ans, on faisait donc Limoges, Paris-Austerlitz en 2h48. Il y a 40 ans. Aujourd'hui... 3 heures, dans le meilleur des cas. 3h02 dans le meilleur des cas. Et autrefois, le Capitole, dont beaucoup parlent, ne s'arrêtait même pas jusqu'à Châteauroux. Et après, il y a eu une arrêt Châteauroux. Je veux dire qu'aujourd'hui, on s'arrête à peu près sur tout le parcours. Alors qu'il y ait des dessertes de tous les départements traversés, c'est légitime, mais ne parlez pas du POLT comme moyen rapide de desservir Limoges et le Limousin. Mais est-ce qu'aujourd'hui la position des élus creusois vous dérange, vous gêne? Non, moi j'en ai parlé à Michel Vernier, et beaucoup d'élus creusois savent bien aussi qu'on a besoin sur l'agglomération de Limoges et sur la région de la grande vitesse. Mais on mélange deux choses très différentes. D'une part, la grande vitesse, on en a besoin. Le POLT ne nous garantit pas la grande vitesse. Sur le problème, par exemple, de lignes TGV, de rames TGV du Sud-Est circulant sur la ligne. C'est déjà un projet qui a été envisagé en 2004, j'en sais quelque chose, par le ministre des Transports, en l'occurrence M. Bussereau. Et cette solution avait été rejetée par des élus de l'Indre en disant « nous, on veut une ligne vraiment rapide ». Or, le problème que l'on a vu avec M. Pépi, c'est que c'est sans doute en matière de confort une bonne chose de mettre des rames TGV du Sud-Est qu'il faudra d'abord rénover sur la ligne, à ceci près que rien ne garantit que les rames TGV n'iront pas plus lentement que les trains actuels. Pourquoi? Parce qu'on passe du 25 000 volts au 1500 volts, et que dans ces conditions-là, au plus il y a d'arrêt, au plus le redémarrage est lent. Bien sûr. Donc si on a des rames TGV du Sud-Est pour mettre un quart d'heure de plus sur Brive, Paris-Austerlitz, ou sur Cahors, Paris-Austerlitz, l'intérêt quand même est assez limité. Juste en un mot, Alain Rodet, est-ce qu'on peut imaginer avoir 11 TGV d'un côté, avec 11 trains aller-retour, donc 22 trains d'un côté, et autant de l'autre? Est-ce qu'on peut doubler l'offre entre Limoges et Poitiers? La question que vous posez pose le problème du périmètre qui intéresserait donc la ligne à grande vitesse. C'est pas simplement Poitou-Charentes et Limousin, ou la Vienne et la Haute-Vienne. L'intérêt que prennent le Périgord, le maire de Périgueux, le Quercy, le maire de Cahors et même le Cantal, le maire d'Aurillac, montre bien aujourd'hui qu'il y a à peu près 2,5 millions d'habitants qui sont intéressés par la grande vitesse, la vraie grande vitesse. Je veux dire que ça représente 2,5 millions d'habitants et près d'1 million d'actifs, de gens qui sont insérés dans l'économie. Vous ne pouvez pas aujourd'hui condamner une grande partie du territoire, 9 ou 10 départements, à être, si je puis dire, à la portion congrue en matière ferroviaire. Alors, donc c'est le beurre et l'argent du beurre, c'est la LGV et le POLT? Non, forcément. parce que je pense que pour Limoges, les deux sont intéressantes, mais je veux dire que Limoges a impérativement besoin de la grande vitesse. Il y a des gens qui sont peut-être moins sensibles à la grande vitesse et qui peuvent utiliser plus facilement le POLT, d'autant plus qu'il dessert à la fois... le POLT, c'est combien de départements entre Limoges et la gare d'Austerlitz, le boulevard Magenta? C'est 9 départements. Il y a le Val-de-Marne, il y a l'Essonne, il y a l'Eure-et-Loir, il y a le Loiret, le Loir-et-Cher, le Cher, l'Indre, la Creuse, la Haute-Vienne. Ça fait 9 départements à traverser. Si vous voulez faire de la très grande vitesse sur cette ligne, sur 400 km, combien ça va coûter? Alain Claes, on parle du POLT, il faut aussi parler du TER entre Limoges et Poitiers. Est-ce qu'une LGV, ça ne va pas aller à l'encontre de ça? Est-ce que ça ne condamne pas le TER? Toutes les études montrent aujourd'hui que le TER se développe grâce à la ligne LGV. Je vais vous prendre un exemple très concret. Gare de Poitiers, qui est une gare multimodale. Il y a aujourd'hui une petite polémique avec la SNCF à cause des travaux sur Tours-Bordeaux. Le TER arrive 3 minutes après le départ, la ligne LGV pour aller vers Paris. Pour aller par Paris, oui. C'est une catastrophe. Et je crois qu'aujourd'hui, et moi j'ai écouté avec attention, il faut toujours écouter avec attention celles et ceux qui combattent un projet, qui ne sont pas d'accord avec ce projet, je leur ai toujours expliqué, les chiffres le montrent, qu'une ligne LGV à grande vitesse favorise et développe les TER. On l'a pu le constater au niveau de Poitiers, et on le constatera le jour où cette ligne existera. Je voudrais, moi, faire parler un tout petit peu ma mémoire. Vous savez, le débat que nous avons aujourd'hui sur Poitiers-Limoges, ce débat, nous l'avons connu lorsqu'il y a 10 ans, on débattait de Tours-Bordeaux. On me répétait continuellement, et j'étais un des rares à ceux qui soutenaient cette ligne, avec Jacques Centraux à l'époque,
on me disait ça ne se fera jamais. Quel est l'intérêt de Tours-Bordeaux pour gagner 3 000 et la ligne, elle s'est faite parce qu'elle a été financée. Je voudrais quand même qu'on évoque cette question. Si vous permettez, je voudrais aller jusqu'au bout. Je crois qu'il ne faut pas voir petit sur ces sujets-là. Quel est l'enjeu, au-delà de Limoges et de Poitiers? C'est véritablement désenclaver, aujourd'hui, au niveau européen, la façade atlantique. Si on ne fait rien au niveau de la façade atlantique... Non, mais vous avez l'air impatient. Je voudrais qu'on parle du financement. Il faut qu'on parle du financement, parce que le projet, les principes, on peut les comprendre. Je voudrais juste terminer. Économique aujourd'hui. Monsieur, je voudrais juste terminer. Je n'ai pas abusé de la parole. Je voudrais juste terminer. Si on ne fait pas ce désenclavement, vous aurez un trafic nord-sud qui passera tout simplement par la vallée du Rhône. Donc c'est un enjeu qui dépasse, y compris le Limousin et le Poitou-Charentes. Alors à condition de financer cette ligne, le problème c'est de trouver un tour de table qui accepte de financer donc ces 110 km. Écoutez les explications à ce sujet de Sandrine Leclerc. Dans la Vienne, beaucoup pensent que cette ligne n'apporte que des nuisances et des dépenses inutiles pour les collectivités locales. L'ancien Premier ministre et sénateur UMP, Jean-Pierre Raffarin, qui avait pourtant lancé et défendu le projet à la demande de Jacques Chirac, aujourd'hui, il n'accepte de le soutenir encore qu'à la condition d'obtenir la création d'une gare dans le sud-Vienne. Le Conseil général de la Vienne, qui a participé au financement des études à la demande de Jean-Pierre Raffarin, est finalement aujourd'hui contre le projet et préfère s'engager dans la mise à 2 fois 2 voies de la RN 147 entre Limoges et Poitiers. La présidente du Conseil régional, Ségolène Royal, n'est pas contre le projet, mais elle refuse de participer à son financement, comme elle a refusé de financer la SEA Tours-Bordeaux. 2 députés de la Vienne sur 4 sont contre, et notamment le socialiste Jean-Michel Clément, élu de la circonscription traversée par la ligne, y est défavorable. Il a bien compris que le projet fait quasiment l'unanimité contre lui parmi les élus et les populations du Sud-Vienne concernées par le tracé. Dans la Vienne, le vrai partisan de la LGV, c'est le député maire de Poitiers, Alain Claes. Il est le seul à être prêt à apporter un vrai soutien financier au projet au nom de sa ville et de la communauté d'agglomération. Il y voit le moyen de renforcer le rôle de la gare de Poitiers. Il est soutenu par l'autre députée socialiste, Catherine Coutel, avec une nuance de taille. Elle souhaite que ce soit l'Europe qui finance le chantier. A l'inverse, en Limousin, les principales personnalités politiques sont pour, sauf quelques élus creusois. Michel Vernier, député maire de Guéret par exemple, refuse que la réalisation de la LGV condamne la ligne historique Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Les opposants se trouvent dans les rangs des écologistes et des associations de riverains. Alors Alain Rodet, on dit beaucoup de choses, mais est-ce que le tour de table est bouclé aujourd'hui? Est-ce que vous savez qui va payer quoi? Le problème du financement de la LGV est inscrit dans un calendrier qui prend place après l'enquête publique. C'est une question qu'on a évoquée au plus haut niveau, et il est vrai que la question du financement européen a été abordée à ce niveau-là, sans qu'on puisse aujourd'hui encore connaître les clés de répartition. Ce que je veux dire, c'est qu'on est sur une infrastructure dont vous avez dit qu'elle est entre 1,6 milliard et 1,7 milliard d'euros. Ça ne se trouve pas sous les pattes d'un cheval. En 2012. En 2020, ça sera un peu plus. Pour autant, ça dépend des appels d'offres, on ne sait pas. Vous savez, dans le contexte actuel des travaux publics et du bâtiment, vous ne pouvez pas faire de prévisions, j'allais dire, au cordeau. Et peut-être même parfois, on peut avoir des bonnes surprises. Mais la question n'est pas encore là. La question, elle est de dire aujourd'hui, dans un climat où on sait bien que l'emploi est une poire d'angoisse pour les pouvoirs publics, pour le gouvernement, pour le chef de l'État. Un programme de relance, à un certain moment, va devoir être envisagé. Ce programme de relance concernera bien sûr les infrastructures. Et les infrastructures qui pourront être comprises dans ce programme de relance seront forcément celles dont les procédures seront le plus avancées. Je veux dire par là que c'est vrai que nous sommes dans une position actuelle où les finances publiques sont fragiles, l'endettement de l'État est très important,
Mais il y a endettement et endettement. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs le 28 février en séance publique à l'Assemblée nationale dans le débat sur les infrastructures devant M. Concrètement, Cuvillier. Alain Rodet, ce serait combien pour la ville de Limoges, combien pour la ville de Poitiers pour que les contribuables Laissez-moi terminer. La question n'est pas tranchée, monsieur. Mais simplement une chose, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui considérer un investissement de cette nature en disant il est hors de portée, il est trop cher, on ne peut pas le boucler, alors qu'on vient d'assister depuis 3 ou 4 ans à la banqueroute du système bancaire, des dizaines de milliards qui sont partis en fumée. On a placé même de l'épargne auprès de braves gens qui ont accepté de prendre des actions d'une banque filiale de 2 groupes mutualistes avec des actions à 19,50 € qui n'en valent même pas 50 centimes aujourd'hui, et on dirait qu'il n'y a pas d'argent pour financer des infrastructures nécessaires à l'équilibre du territoire. Attendez, c'est une plaisanterie, une mauvaise plaisanterie. Mais Alain Claes, vous souhaiteriez quoi, vous, dans ce financement que... Mais attendez, écoutez... Un peu d'Europe, un petit peu de privé, un petit peu de public, un petit peu de vous m'avez dit... Attention, on a 2 minutes. Vous m'avez dit pas trop de théorie. Oui. Faut pas en faire. Je vais vous rappeler comment ça s'est passé sur Tours-Bordeaux. En 30 secondes. Tours-Bordeaux. L'enquête d'utilité publique a été lancée sans qu'on connaisse la clé du financement. Le financement sur Tours-Bordeaux a été décidé, a été bouclé à la fin, il y a maintenant 1 an. Deuxième chose que je voudrais dire. Moi, je peux témoigner de l'impact comme grand chantier de Tours-Bordeaux aujourd'hui. Considérable. Considérable. En termes de formation, en termes d'emploi, en termes de sous-traitants. 5000 emplois. Tout le monde le reconnaît. Poitiers-Limoges, c'est un dossier abordable en termes financiers. Et je souhaite que dans cette politique de relance que le président de la République a souhaité au niveau européen, que l'Europe puisse prendre en considération ce projet, car je crois que ce projet est important. Mais le financement, le bouclage de financement viendra le moment venu. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Et je rappelle, Xavier, que le débat se poursuit ici même cet après-midi. Effectivement, mais avec des partisans et des opposants. Nous vous donnons rendez-vous à partir de 15h25, ici même, sur ce quai de la gare Montjoly à Limoges. Et je rappelle également que vous pouvez revoir cette émission sur nos sites internet. Vous allez sur france3.fr ou bien sur le site de vidéo à la demande de Plus, le site de France Télévisions. Dans un instant, vous allez retrouver vos journaux de la mi-journée. Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Louis Roussel en Limousin. Excellente après-midi à tous.